Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une affaire aussi tragique que stupéfiante, dont les racines remontent à plus de 15 ans. Un récit de confiance trahie, de vengeance, de culpabilité et de conséquences funestes. Avant de vous emmener plus loin dans ces événements sombres, je vous invite à aimer et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. L'affaire qui nous occupe s'est déroulée à la périphérie de Vancouver, au Canada, en 2019. Dans ce secteur résidentiel moderne et généralement paisible, on ne s'attendait pas à ce que survienne un drame qui marquerait à jamais la mémoire collective de la communauté locale. Mais ce quartier, peu habitué aux gros titres dans la presse, devint brusquement le théâtre d'un double homicide glaçant. Lorsque la police, après avoir reçu un appel de détresse de voisins affolés, découvrit les corps inanimés d'Olivia Munro et de sa fille Amanda Munro dans leur vaste maison, personne ne se doutait de la profondeur de l'histoire qui s'y rattachait, ni de la longue chaîne d'événements qui avait fini par déboucher sur cette tragédie irrévocable. Seule certitude, la violence inouïe de l'agression laissait présager des motivations beaucoup plus complexes qu'un simple acte impulsif. Les enquêteurs envoyés sur les lieux constatèrent assez vite que, malgré l'atmosphère cossue du quartier, il y avait de fortes chances que la victime adulte n'ait pas mené la vie exemplaire qu'elle affichait en surface. Quelques pièces de la maison semblaient sans dessus-dessous, signe d'une lutte ou d'une confrontation houleuse, et un détail macabre retint particulièrement l'attention des forces de l'ordre. La sauvagerie avec laquelle les blessures avaient été infligées indiquait une rage profondément ancrée. À mesure que l'investigation progressa, un nom ne cessa de revenir dans les interrogations et les murmures. Les voisins mentionnaient un homme au comportement étrange, aperçu récemment rôdant dans les parages. Ceux qui l'avaient croisé parlaient d'un individu tendu, au regard sombre, visiblement déterminé à en découdre. Il s'agissait de Tom Bradford, un homme sorti de prison peu de temps auparavant et animé par un désir de vengeance qui, de toute évidence, l'avait mené aux pires extrémités. Pour comprendre l'enchevêtrement de faits qui avait poussé Thomas Bradford à perpétrer un tel acte, il faut remonter 15 ans en arrière. En 2004, alors âgé d'un peu plus de 20 ans, ce dernier évoluait dans un contexte personnel déjà orageux. Il avait eu une enfance chaotique, passant d'une famille d'accueil à une autre dans un système souvent défaillant, où il avait dû apprendre à se défendre seul. Ses débuts difficiles l'avaient endurci, parfois trop, au point de se forger une attitude combative. Ses mains, cicatrisées par de multiples bagarres, attestaient d'un tempérament trop prompt à réagir par la violence lorsqu'il se sentait menacé ou trahi. Pourtant, à cette époque-là, il semblait avoir trouvé un relatif équilibre. Il travaillait dans un petit garage en tant qu'aide-mécanicien, et cette pratique manuelle convenait plutôt bien à son esprit pragmatique. C'est à ce moment de sa vie qu'Olivia Munro fit irruption. Elle aussi dans sa vingtaine, Olivia était une jeune femme aux ambitions élevées, déterminée à accéder à un mode de vie raffiné. D'apparence discrète, avec de longs cheveux blonds et une silhouette élancée, elle s'attachait néanmoins à des signes extérieurs de réussite. Luxe, vêtements de marque, accessoires coûteux. Beaucoup la décrivaient comme charmeuse et stratégiquement douée pour convaincre autrui. Sa relation avec Thomas commença comme une romance fougueuse, alimentée par une certaine fascination réciproque. Il admirait sa grâce et son raffinement, elle voyait en lui un homme robuste, protecteur, voire impressionnant, qui pouvait la préserver des coups durs de la vie. Au bout de quelques mois, ils emménagèrent ensemble dans un petit logement modeste. Mais très vite, le vernis de cette idylle commença à se fissurer. Les disputes se multiplièrent autour de l'argent, des fréquentations d'Olivia et des activités de Thomas en dehors du travail. Celui-ci rêvait d'une certaine stabilité,
après l'enfance heurtée qu'il avait traversée, tandis qu'elle ambitionnait un train de vie bien supérieur à ce que leur budget permettait. On apprit plus tard qu'Olivia avait commencé à tremper dans des transactions louches pour boucler ses fins de mois et donner l'illusion d'une prospérité grandissante. Or, cette prise de risque grandit jusqu'à virer au scandale quand des sommes importantes se retrouvèrent mystérieusement transférées vers des comptes offshore. Les forces de l'ordre, alertées par une institution financière, ouvrirent une enquête sur ces détournements. Au sein de ce dossier, les pièces bancaires, habilement falsifiées, pointèrent en apparence un seul coupable. Thomas Bradford. Il fut suspecté d'avoir orchestré une vaste affaire de fraude financière. Les enquêteurs de l'époque recensèrent de multiples preuves à son encontre. Signatures sur des documents compromettants, transferts effectués depuis son ordinateur, témoignages de collègues d'Olivia, sous-entendant qu'il se vantait de manier les chiffres comme personne pour arrondir ses fins de mois. Tout semblait l'accuser sans équivoque. À l'annonce de l'inculpation, Thomas cria haut et fort qu'on lui tendait un piège, accusant sa compagne de l'avoir manipulé pour sauver sa propre peau. Il assurait que, n'ayant pas de formation particulière en comptabilité ou en finance, il n'aurait jamais pu monter un stratagème si complexe. En outre, il affirmait qu'Olivia cultivait des relations très douteuses avec des individus fortunés, prêts à tout pour échapper à la justice. Hélas, sa voix se perdit dans la montagne de preuves. Il fut jugé coupable et condamné à 15 ans de prison ferme. Au cours de son procès, Thomas conserva la même ligne de défense. Selon lui, Olivia l'avait trahi. Elle l'avait utilisé comme bouc émissaire pour effacer ses propres traces dans le scandale. Malgré la virulence de ses déclarations, il ne parvint pas à convaincre les juges. Ceux-ci virent surtout en lui un homme au passé violent, capable de ruse pour se procurer de l'argent. Les années passèrent dans la froide solitude d'une cellule. Peu de personnes lui rendirent visite, si ce n'est des relations distantes, de rares amis dont la fiabilité n'était pas évidente. Les lettres qu'il recevait, rares et laconiques, alimentèrent sa rancune envers Olivia, qu'il tenait pour unique responsable de son destin carcéral. Sa rage s'intensifia encore plus lorsqu'il apprit de manière indirecte que, quelque temps après son incarcération, elle avait changé de vie, déménagé vers un endroit plus huppé et fréquentait des cercles bien plus aisés. Cette injustice, du moins selon son point de vue, finit par forger un esprit vengeur. Thomas Bradford ne rêvait plus que d'une chose: recouvrer la liberté et tenir Olivia pour responsable de la destruction de sa vie. Lorsqu'il sortit enfin de prison, début 2019, Thomas était âgé d'environ 38 ans et portait sur lui toutes les marques d'une détention longue et douloureuse. Ses épaules étaient plus robustes encore, comme s'il avait passé des heures à se forger un corps imposant dans la salle de musculation du centre pénitentiaire. Mais, plus parlant encore que sa musculature, son regard trahissait une haine profonde. Sans logement, sans emploi, démuni, il se souciait peu de la réinsertion classique prônée par les services de probation. Il avait un objectif majeur en tête: retrouver Olivia Munro. Pour commencer, il partit en quête d'informations sur la situation actuelle de celle-ci. Il apprit, grâce à des contacts et des recherches Internet, qu'elle habitait désormais dans un quartier résidentiel récent, propre et paisible, en banlieue de Vancouver. Elle y vivait avec sa fille Amanda, aujourd'hui âgée de 17 ans. Officiellement, Olivia menait une existence rangée, exerçant un petit emploi administratif dans un bureau local et tentant, selon les apparences, de joindre les deux bouts. Cependant, derrière ce masque, elle continuait d'afficher un goût prononcé pour les vêtements griffés et les soirées entre gens fortunés. Contrairement à sa mère, Amanda Munro présentait un profil plutôt discret, malgré sa popularité au lycée. Grande amatrice de street dance, elle s'entraînait souvent dans un centre culturel.
Certains de ses amis la décrivaient comme toujours prête à relever des défis artistiques, pleine de projets ambitieux. Elle souhaitait rejoindre une école d'art performatif à Toronto. Cette adolescente, qui adorait changer la couleur de ses cheveux et arborait souvent des mèches teintées de couleurs vives, était pourtant plus fragile qu'elle ne le laissait voir. Des personnes de son entourage confiaient que, ces derniers mois, quelque chose la minait. Elle se renfermait parfois, évitait de parler de sa vie familiale, esquivait les questions sur son beau-père ou d'anciens amis de sa mère. Pendant ce temps, Thomas s'immergea peu à peu dans l'environnement d'Olivia. Il s'installa dans un motel délabré de la partie nord de la ville, endetté, sans perspective. Il observait la maison moderne où Olivia et Amanda vivaient, notait leurs horaires, leurs routines. Personne ne se souciait vraiment de cet inconnu. C'était un quartier où chacun veillait à sa petite tranquillité, sans trop se mêler de la vie de ses voisins. Quelques-uns remarquèrent tout de même un véhicule suspect qui passait souvent dans la rue, mais on associait rarement ce genre de détail à une menace grave. Il faut savoir que durant cette période, Olivia traversait elle-même des tourments financiers. Elle avait accumulé des dettes, peut-être auprès de certaines personnes peu scrupuleuses, ce qui la maintenait sous tension. Malgré l'assurance qu'elle montrait à l'extérieur, elle commençait à s'inquiéter de ce que pourraient révéler d'éventuelles enquêtes. Il se murmure qu'elle s'était de nouveau retrouvée impliquée, même indirectement, dans des opérations douteuses. Le fait de voir régulièrement une voiture inconnue devant chez elle l'angoissait, mais elle hésitait à prendre contact avec la police, probablement de peur que quelque chose de son passé ne ressurgisse. C'est dans cette atmosphère déjà chargée que survint la nuit fatidique. Un soir de fin d'automne, vers la mi-novembre 2019, Olivia sortit récupérer son courrier à la boîte aux lettres située au bout de l'allée. Les lampadaires jetaient une lumière blafarde sur l'avenue. À peine eut-elle fait quelques pas qu'une silhouette imposante se dressa derrière elle. Un voisin qui se trouvait sur son balcon entendit un échange de paroles vives, mais ne distingua pas les propos exacts. Puis, un cri déchira la quiétude du quartier. S'ensuivit le son confus d'une lutte heurtant la porte d'entrée. Selon la reconstitution ultérieure, Thomas Bradford aurait forcé Olivia à rentrer dans la maison, la menaçant, probablement avec une arme blanche, bien qu'aucun témoin n'ait pu le confirmer. À l'intérieur, Amanda, paniquée, aurait tenté de s'interposer. La confrontation dégénéra très vite. Après des échanges violents, Thomas poignarda successivement Olivia puis Amanda, les laissant toutes deux gravement blessées. Il s'acharna en particulier sur Olivia, comme mue par une haine viscérale. D'après le rapport des légistes, la mère et la fille succombèrent à leurs blessures avant l'arrivée des secours, que des voisins, alertés par le tumulte, avaient appelé. L'individu, quant à lui, prit la fuite. Quand la patrouille de police arriva, l'effroi envahit la rue habituellement si calme. Les gyrophares illuminaient les façades des maisons, et l'on percevait cette tension palpable qui accompagne les situations d'urgence extrême. Tandis qu'un cordon de sécurité se mettait en place, un enquêteur principal prit la direction des opérations. C'était un professionnel aguerri, passé maître dans l'art de relier patiemment les indices les uns aux autres. À ses côtés, un jeune détective, plus impulsif, s'activa immédiatement auprès des voisins pour recueillir leurs témoignages. Qui avait aperçu quoi, à quelle heure, sous quelle forme? Des techniciens de scène de crime, revêtus de combinaisons claires, s'appliquaient à photographier chaque détail, à prélever la moindre trace, empreinte de pas ou fibre de tissu. La découverte des corps ne laissait que peu de doute sur la nature très personnelle de l'agression. Olivia avait des blessures multiples, dont certaines portèrent la marque d'une violence colérique, presque punitive. Amanda, pour sa part, avait essayé de se défendre. On retrouva un téléphone portable abandonné près d'elle, comme si elle avait voulu appeler à l'aide avant d'être frappée. Sur le plan psychologique,
la scène évoquait davantage une vendetta qu'un crime opportuniste. Les enquêteurs, dans un premier temps, vérifièrent les relations d'Olivia. Était-elle harcelée par un créancier lié à un trafic? De premiers éléments indiquèrent cependant une piste différente. Des voisins évoquèrent la silhouette musclée d'un homme à l'allure agressive, entre la trentaine et la quarantaine, déjà aperçu traînant dans les parages. Très vite, le nom de Thomas Bradford arriva sur le bureau de l'équipe d'investigation. Lorsqu'ils consultèrent les bases de données, ils constatèrent que cet individu sortait d'une longue peine et qu'il avait un contentieux connu avec Olivia Munro. Ce fut un élément déclencheur. Aussitôt, un mandat de recherche fut émis, et l'on envoya plusieurs patrouilles sillonner les environs. Les premiers témoins interrogés dépeignaient Thomas comme un homme pouvant aisément péter les plombs s'il se sentait trahi. La mention de son séjour en prison, pour une affaire de fraude dans laquelle il clamait avoir été piégé par Olivia, attira l'attention. Tous se demandaient dans quelle mesure cette colère accumulée au fil des ans avait pu devenir le mobile du double meurtre. Le chef d'équipe, concentré et méthodique, décida de procéder par étapes. D'abord, consolider les preuves matérielles sur la scène du crime, traces d'ADN, relevés d'empreintes, pour établir formellement la présence de Thomas dans la maison. Ensuite, auditionner les personnes du voisinage qui pourraient décrire plus précisément l'individu et ses agissements ce soir-là. Parallèlement, un autre inspecteur contacta les anciens amis, collègues ou connaissances d'Olivia pour comprendre son mode de vie actuel, ses éventuelles dettes et ainsi déterminer si le suspect avait agi seul ou avait bénéficié de complicité. Les résultats des premières analyses confirmèrent rapidement que l'ADN correspondant au profil de Thomas se trouvait sur la scène. On retrouva même, dans l'entrée, une casquette portant des traces biologiques qui concordaient avec son empreinte génétique. Les enquêteurs pressentirent alors qu'il s'agissait bel et bien du principal suspect. Quant aux enregistrements d'une caméra de surveillance d'une maison voisine, ils montrèrent, dans la pénombre, la silhouette d'un homme semblant répondre à sa description. Carrure imposante, démarche raide, quelques secondes avant le cri qui glaça le voisinage. Pourtant, un détail attira l'attention des experts légistes au moment d'analyser un autre lot d'indices biologiques. On cherchait des traces éventuelles sous les ongles d'Olivia ou d'Amanda, car elles avaient vraisemblablement tenté de se défendre. On retrouva effectivement des fragments microscopiques de peau, très probablement ceux du meurtrier, concordant avec le profil de Thomas. Mais, en complément, on identifia une donnée inattendue liée à Amanda, la jeune victime. Pour sceller la correspondance génétique, on procéda à des comparaisons plus poussées, une sorte de test de compatibilité partielle. C'est ainsi que ressortit une information stupéfiante. Tout laissait penser qu'Amanda était la fille biologique de Thomas Bradford. L'annonce de ce résultat jeta un froid parmi l'équipe d'enquête. Cette révélation changeait l'optique d'un acte de vengeance sordide en un véritable drame familial, teinté d'une ironie macabre. Thomas s'était vengé de la femme qui l'avait mené en prison, sans réaliser qu'au passage, il avait tué son propre enfant. Le soir où cette information fut confirmée, le chef d'équipe réunit ses collègues pour évaluer les implications. Les détectives commencèrent à reconstituer le parcours d'Olivia, ses relations amoureuses passées, le contexte de la naissance d'Amanda. Dans les dossiers civils, Amanda était déclarée comme la fille d'un autre homme, que l'on décrivait comme à l'aise financièrement, mais peu impliquée affectivement. Certains proches d'Olivia avaient été rapportés que ce prétendu père n'avait presque jamais vu l'adolescente. Les rumeurs couraient depuis longtemps, prétendant qu'Olivia avait falsifié divers documents, y compris de potentiels tests de paternité, pour écarter Thomas de toute responsabilité légale et éviter ainsi
qu'il ne fasse un lien plus direct avec l'enfant. Pour les enquêteurs, cela impliquait deux choses. D'abord, le mobile du meurtre prenait une coloration encore plus tragique, car Thomas ignorait sans doute qu'il portait ce lien de sang avec la jeune fille qu'il venait d'assassiner. Ensuite, une question subsistait. Cette révélation était-elle susceptible de réduire, ou, au contraire, d'augmenter la culpabilité morale du suspect? Quoi qu'il en soit, du point de vue de la loi, Thomas, s'il était jugé coupable de double homicide, encourait une lourde peine. On ne pouvait toutefois pas éluder la question. Avait-il vraiment ignoré qu'Amanda était sa fille, ou bien l'avait-il appris avant son acte? Pour éclaircir ce point, la police se lança dans la recherche de toute trace de communication, prouvant que Thomas aurait découvert ce secret. On passa au crible ses emails, ses éventuelles conversations sur les réseaux sociaux, ainsi que le contenu de son téléphone portable, saisi peu après son arrestation. Car, en effet, Thomas n'avait pas tardé à être localisé par une brigade spéciale, quelques jours à peine après le meurtre. Il se terrait dans un vieux motel délabré, dans un quartier peu fréquenté de la ville. Les policiers l'arrêtèrent, sans que celui-ci n'oppose de résistance marquée, comme si, épuisé ou déjà résigné, il s'attendait à ce qu'on vienne le chercher. Son interrogatoire fut particulièrement éprouvant pour l'équipe chargée de le questionner. Thomas, au départ, garda le silence. Il semblait enfermé dans une rage froide, méfiant à l'égard de chaque question. Les enquêteurs tentèrent de mettre en avant les preuves irréfutables, l'ADN, les témoignages, la casquette. Peu à peu, Thomas reconnut être allé chez Olivia, affirmant vouloir la confronter, la faire avouer. Il raconta qu'il lui en voulait pour avoir gâché sa vie et ajouta qu'il avait besoin de la faire payer pour tous les mensonges. Toutefois, il niait avoir su qu'Amanda pouvait être sa fille et semblait même choqué à l'évocation de cette possibilité. Il n'eut qu'une phrase précise sur le sujet. « Pourquoi elle ne me l'a jamais dit ?» La question, chargée de désespoir, laissa planer un silence lourd dans la salle d'interrogatoire. Au cours des semaines qui suivirent, l'équipe d'investigation consolida le dossier pour le transmettre au parquet. La procureure, une femme d'expérience, prépara l'accusation pour double meurtre au premier degré, arguant que Thomas avait prémédité son acte. Selon elle, le fait qu'il ait espionné Olivia, étudié ses habitudes et attendu le moment opportun démontrait une intention planifiée d'agir contre sa victime. La défense, pour sa part, tenta de plaider le crime de passion, relevant un déchaînement émotionnel incontrôlé de la part de Thomas, lié à la découverte d'éventuels mensonges passés. Sans nier la gravité des faits, l'avocat de la défense comptait sur l'absence de preuves claires, démontrant que Thomas savait pertinemment qu'il tuait sa propre fille. Il espérait ainsi obtenir une qualification différente du meurtre au premier degré, parvenant éventuellement à convaincre le jury d'accepter une forme d'homicide moins lourdement sanctionnée. Le procès s'ouvrit au printemps 2020 au tribunal de Vancouver. Les médias locaux et nationaux se passionnèrent rapidement pour ce récit mêlant trahison, fausses identités et drame familial. Les caméras se bousculaient devant l'enceinte du tribunal, les journalistes cherchant à capter le moindre regard de Thomas lorsqu'il arrivait, menotté, escorté par 2 officiers. De nombreuses personnes se demandèrent pourquoi Olivia avait caché la paternité d'Amanda si longtemps et dans quelle mesure ce secret avait contribué à envenimer la situation. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était électrique. La procureure présenta son argumentation avec méthode. Elle retraça la chronologie des faits, soulignant le contentieux de longue date entre Thomas et Olivia. Elle évoqua la lourde peine d'emprisonnement de Thomas, rappelant le grief qu'il nourrissait contre celle qu'il considérait comme responsable de son incarcération injuste. Elle exhiba ensuite les preuves matérielles. Analyse d'ADN concordante, témoignages de voisins, relevés de caméras. Pour elle, aucun doute.
Thomas avait mûri ce désir de vengeance au cours de ses 15 années derrière les barreaux. Libéré sans ressources, il s'était mis à la traquer, à la harceler, avant d'en venir au pire. Le fait qu'il ait tué Amanda renforçait la dimension tragique du crime, mais n'amoindrissait en rien sa responsabilité pénale. De son côté, l'avocat de la défense, moins flamboyant, chercha surtout à humaniser Thomas aux yeux du jury. Il rappela l'enfance brisée de son client, ses errances dans le système de placement familial, l'absence de soutien psychologique, son manque total de repères. Il insista sur la profonde rancune nourrie durant 15 ans, la manière dont Olivia l'avait trahi et lui avait volé sa vie, professionnellement et sentimentalement. Il souligna aussi le fait que Thomas ignorait tout de la paternité. S'il avait su qu'Amanda était sa fille, aurait-il réellement commis cet acte irréparable? Le débat resta vif sur ce point, car au fond, personne ne pouvait affirmer avec certitude si Thomas avait découvert la vérité ou pas avant cette funeste nuit. Les psychologues cliniciens, appelés à témoigner, convinrent qu'un choc aussi violent pouvait entraîner une dissociation, menant à un passage à l'acte meurtrier, sous l'effet d'une rage aveugle. Les témoignages se succédèrent. Un ancien collègue d'Olivia raconta l'affaire de fraude financière d'il y a 15 ans, décrivant comment, à l'époque, tous les documents accusaient Thomas sans pourtant qu'il paraisse avoir le bagage intellectuel pour un détournement aussi sophistiqué. Une autre relation d'Olivia rapporta l'attrait qu'elle avait pour l'argent facile, prêtant à la jeune femme défunte un esprit manipulateur. Un voisin, témoin auditif de la scène du crime, décrivit les cris de frayeur provenant de la maison et confirma avoir entendu des paroles confuses, comme si quelqu'un hurlait des reproches sur un passé douloureux. Tous ces éléments renforçaient l'idée d'un acte prémédité sur fond de règlement de compte. Lorsque vint le moment pour Thomas de s'exprimer, il parut brisé. Son visage dur laissait deviner une forme de détresse retenue. Il ne niait plus avoir commis le meurtre, mais répétait qu'il avait perdu la raison en voyant la personne qui lui avait, selon lui, détruit l'existence. Il disait « Elle aurait pu me dire la vérité. Elle me l'a cachée pour que je ne puisse jamais me défendre ou revendiquer mes droits. J'ai tout découvert trop tard, bien trop tard. » À l'instant où il mentionna Amanda, il sembla incapable de poursuivre sa phrase. Certains membres du public le trouvèrent soudain plus humain. D'autres le considéraient seulement comme un manipulateur cherchant à s'attirer la clémence du jury. 2 semaines de débats s'enchaînèrent, ponctuées de pièces à conviction et de plaidoiries acharnées de la part de la procureure et de l'avocat de la défense. Les jurés, 12 citoyens ordinaires, ne pouvaient ignorer l'horreur du crime, surtout après avoir entendu la description très précise des blessures infligées à Olivia et à Amanda. Au bout du compte, le verdict tomba comme un coup près. Thomas Bradford fut reconnu coupable de meurtre au 1er degré sur les 2 victimes. Les jurés estimèrent que la préméditation était établie, étant donné les démarches de repérage qu'il avait effectuées, et que l'ignorance de la paternité, même si elle était avérée, ne constituait pas un facteur réduisant significativement sa responsabilité. La sentence fut prononcée. La prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au moment où le juge énonça la décision, un silence de plomb s'abattit dans la salle. Thomas resta impassible, comme si plus rien ne pouvait l'atteindre. Le drame qu'il avait orchestré, conjugué à ce secret de paternité qu'il n'aurait découvert que trop tard, le condamnait à terminer ses jours dans l'obscurité carcérale. L'opinion publique reçut la conclusion du procès comme un rappel brutal. Parfois, les plus terribles crimes naissent de mensonges et de manipulations qui ont fermenté trop longtemps. Les médias racontèrent pendant plusieurs jours l'histoire de cet homme brisé, potentiellement innocent il y a 15 ans, mais devenu définitivement coupable d'un double meurtre aujourd'hui.
Les conséquences de cette affaire furent nombreuses. La communauté paisible de la banlieue de Vancouver, où Olivia et Amanda avaient vécu, demeura sous le choc. Beaucoup de voisins se sentirent coupables de n'avoir rien vu venir, de n'avoir pas pris au sérieux les premiers indices d'un rôdeur. Les parents d'élèves du lycée d'Amanda lancèrent une collecte de fonds en sa mémoire, espérant soutenir des organisations de prévention de la violence domestique, car l'affaire révéla au grand jour la vulnérabilité de certaines familles face au passé de l'un de leurs membres. Des associations locales réclamèrent également une meilleure prise en charge des détenus en sortie de prison, soulignant que les carences dans l'accompagnement psychologique pouvaient favoriser des récidives violentes. Parmi les proches d'Olivia, on découvrit qu'elle avait laissé derrière elle d'importantes dettes et des affaires inachevées. Une longue procédure civile s'enclencha pour liquider ses biens, régler ses créanciers et éclaircir un maquis de papiers financiers nébuleux. On apprit, par la bouche d'une relation d'Olivia, qu'elle avait vécu en permanence dans la peur que sa machination d'il y a 15 ans ne soit un jour mise à nu. Elle avait apparemment reconstitué de faux documents pour éviter un nouveau scandale, cette fois-ci concernant la paternité d'Amanda, ce qui la rendait vulnérable au maître chanteur et la poussait à contracter toujours plus de dettes. Au-delà du procès et du jugement, la tragédie de cette famille brisée marqua durablement les esprits. Certains la considérèrent comme la terrible conséquence de choix malhonnêtes et de secrets enfouis. D'autres y virent un cas d'école pour les criminologues sur le processus de radicalisation et de vengeance. Quoi qu'il en soit, l'affaire Thomas Bradford, Olivia et Amanda Monroe devint un triste symbole à Vancouver. Celui d'une spirale funeste où la vérité, tue trop longtemps, avait fini par faire exploser la violence la plus absolue. Pour ma part, en évoquant cette histoire, je ne peux m'empêcher de frissonner à l'idée des répercussions tragiques qu'un enchaînement d'erreurs, de silence et de perfidie peut provoquer. J'y vois un sombre rappel que nos actions, même dissimulées, ont des conséquences, parfois irréversibles et dramatiques. Je garde néanmoins l'espoir que la lumière jetée sur des affaires comme celle-ci nous pousse à la prudence, à la sincérité et à la compassion. Je vous remercie d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout, car je sais à quel point il est éprouvant. J'espère que cela vous aura permis de comprendre à quel point la réalité peut parfois surpasser la fiction dans l'horreur et la complexité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous propose de continuer à explorer mes enquêtes précédentes. D'autres cas, tout aussi édifiants et complexes, vous attendent sur la chaîne, et je vous invite chaleureusement à y jeter un œil. Nous apprendrons toujours plus de ces histoires, si terribles soient-elles, car chacune est le reflet de la fragilité humaine. Merci encore, et à très bientôt.